Si vous avez déjà croisé la route du célèbre jeu vidéo GTA Vice City, alors la nostalgie a sans doute dû vous titiller quelques instants durant, après être tombé sur cette affiche annonçant l'arrivée du Grand Prix de Miami de Formule 1 à partir de 2022. Car ça y est, après 5 ans de tractations interminables, la catégorie reine du sport auto va investir la Floride et sa métropole empreinte d'héritage art déco, de traditions glamour et d'influences culturelles multiples. Mais au-delà de ce décor de carte postale, pourquoi et comment le Grand Prix de Miami a-t-il vu le jour ? Que peut-on en attendre ? Quelles conséquences aura-t-il sur le championnat du monde de Formule 1 et surtout, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien on va analyser ça tout de suite dans F1 à la loupe, sachant qu'à l'arrivée, j'attends avec impatience vos avis en commentaire. 70 courses, 10 circuits, tantôt répartis sur 3 événements par saison, tantôt absents du calendrier des années durant. Depuis 1958, l'histoire entre les États-Unis et la Formule 1 a été marquée par des tentatives en pointillés. Si bien que 64 ans plus tard, un 11e tracé viendra s'ajouter à la longue liste composée de Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Détroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis et bien sûr Austin. Un 11e tracé qui n'est autre que celui de Miami. Alors il ne fait aucun doute qu'un Grand Prix supplémentaire aux États-Unis est une excellente nouvelle pour le business de la F1, dont le propriétaire américain depuis 2017, à savoir Liberty Media, n'a jamais caché son intention de reconquérir le marché états-unien. Car même si la première puissance mondiale n'est pas une terre de Formule 1 à proprement parler, ses accointances avec notre sport sont multiples du point de vue du sponsoring et de l'économie. Aston Martin développe ses activités aux États-Unis et a signé un partenariat étroit avec Cognizant, pépite en conseil informatique et basé dans le New Jersey. Red Bull s'est entiché du géant Oracle et se félicite d'avance de pouvoir vendre ses boissons énergisantes au pays de son concurrent Monster, qui n'est autre qu'un sponsor de Mercedes. Le nouveau propriétaire de Williams, Dorilton Capital, est également basé aux États-Unis, alors que de son côté, McLaren investit vigoureusement dans le marché américain à travers son programme en IndyCar. Enfin, l'année dernière, Mercedes a vendu près de 80 000 voitures aux États-Unis, un chiffre colossal malgré la crise sanitaire, tandis que l'Amérique du Nord reste le plus grand marché de Ferrari, sachant que le constructeur italien est coté à la bourse de New York. Donc vous l'aurez compris, le marché nord-américain est devenu un véritable aimant pour la Formule 1. Mais la bonne nouvelle pour la discipline reine du sport automobile est également géostratégique. Car ce n'est pas un hasard si Miami est surnommée la porte des Amériques. Ses nombreuses influences culturelles, à la fois européennes, afro-américaines, cubaines ou encore haïtiennes, et surtout sa situation géographique au carrefour entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, font de cette ville un véritable appel du pied pour l'hémisphère sud du continent qui, à part le Grand Prix du Brésil, n'a fait que fragiliser son rapport à la Formule 1 depuis plusieurs décennies. Donc d'un point de vue marketing, la plaque tournante qu'est Miami est une opportunité sans précédent pour la Formule 1 de toucher un nouveau public. Que de belles perspectives, a priori. Pourtant, les différents obstacles et surtout les raisons qui ont amené à la signature du contrat entre Miami et la F1 viennent ternir cette opportunité, je m'explique. Le feuilleton floridien remonte à 2016. À cette époque, Liberty Media s'était engagé à racheter les droits commerciaux de la Formule 1 à l'actionnaire majoritaire de l'époque, à savoir CVC Capital Partners. Et ce faisant, militait déjà pour un circuit en ville dans les rues du centre de Miami via le célèbre Biscayne Boulevard et le tunnel de Port Miami. Un projet qui n'a jamais vu le jour, et pour expliquer cet échec, beaucoup avaient souligné les obstacles juridiques, politiques et sociétaux de l'époque qui étaient venus contrecarrer les plans de Liberty. Mais en réalité, c'est surtout un accord tacite entre deux entreprises géantes et concurrentes dans le rachat de la Formule 1 qui enterra le projet initial pour faire émerger le Grand Prix discutable que nous avons entre les mains aujourd'hui. En effet, un an plus tôt, en 2015, le conglomérat de promotion immobilière RSE Ventures, dirigé par le milliardaire Stephen Ross, s'était associé à la fortune souveraine qatari pour briguer les 35% des droits commerciaux de la F1, alors détenus par CVC Capital Partners. L'offre avait échoué, mais cela n'avait pas rassasié Stephen Ross, qui formula une nouvelle proposition en même temps que son concurrent Liberty Media, en septembre 2015, faisant ainsi monter les enchères. Pour s'assurer du rachat de la Formule 1, Liberty Media aurait ainsi demandé à RSE Ventures de faire marche arrière, en promettant en contrepartie une course à Miami afin de satisfaire le conglomérat dont les activités sont essentiellement basées dans la métropole. Si bien qu'en 2018, la Formule 1 confirma que RSE Ventures et Stephen Ross deviendraient les organisateurs de la dite course.
Mais ce n'est pas tout. Si l'on passe la société RSE Ventures au crible, on s'aperçoit rapidement qu'elle est le propriétaire de la célèbre équipe de football américain des Miami Dolphins, et dont le fief s'avère être le fameux stade Hard Rock Stadium, stade autour duquel le circuit de Formule 1 orbitera à partir de l'an prochain. L'avènement du Grand Prix de Miami, au-delà des atouts stratégiques et financiers qu'il présente pour la Formule 1, n'est donc qu'un arrangement entre amis qui vise à mettre en avant un stade, une équipe de football et l'entreprise qui la finance à des fins de marketing. Alors quel est le problème avec tout ça, me direz-vous ? Eh bien, une fois encore, et à l'instar de la plupart des grands prix asiatiques investis récemment par la F1, la qualité du circuit pour les pilotes ne comptera pas, car le dit tracé ne sera absolument pas conçu pour ça. Autrement dit, c'est le Hard Rock Stadium et l'entreprise qui le possède qui compte, et non l'intérêt de la piste pour le sport automobile. Le tarmac de la F1 viendra seulement se greffer à l'objet éclairé, tel un instrument de pub, comme elle le fait depuis des années autour du complexe olympique de Sochi ou de la marina d'Abu Dhabi, et ce, pour un rendu sportif qui risque d'être pauvre. Et plus la peine de grossir le trait en se plaignant des soi-disant pistes parking que l'on trouverait de plus en plus au sein du calendrier de la F1, car dans le cas de Miami, le sens figuré laissera rapidement place au sens propre, le tracé proposé étant tout simplement basé sur le parking du Hard Rock Stadium. Bon, c'est pas si mal. Résultat des courses, à première vue, le circuit a l'air d'une insipidité à toute épreuve, oscillant entre le tracé morne de Valence et celui de Yas Marina aux Émirats. Pas la peine non plus de pester contre Hermann Tilke cette fois-ci, car il n'est pas à l'origine de ce véritable chef-d'œuvre, au contraire de la société Apex Circuit Designs qui, pas comme son nom l'indique, n'a pas manqué de louper la corde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà, exactement. Alors reprenons. Mais ne nous y trompons pas. Qu'il s'agisse de Tilke, d'Apex Circuit Designs ou de tout autre architecte de circuit, difficile de faire une vraie piste digne de ce nom dans ces conditions. Car entre la nécessité de courir en ville sans contrevenir au bien-être des riverains et l'impératif de caresser les organisateurs du Grand Prix dans le sens du poil en faisant la promotion de leurs activités économiques hors de la F1, tout est fait pour saboter les architectes dans la conception d'une piste de qualité. Et le pire, c'est que la F1 aux États-Unis est coutumière du fait et ne semble en tirer aucune leçon. Les circuits horribles de Phoenix, Dallas ou de Las Vegas, conçus plus ou moins dans la même logique, auraient dû pourtant mettre la puce à l'oreille. Mais bon, dans le cas de Miami, malgré des pétitions en tout genre, un procès pour atteinte aux droits civiques et de vives manifestations, les organisateurs du Grand Prix et la F1 sont bel et bien parvenus à un accord, si bien qu'en avril 2021, le maire de Miami Gardens, Rodney Harris, est parvenu à réunir le nombre de voix requis pour permettre la tenue de la course à partir de 2022 autour du fameux stade de RSE Ventures. Ajoutez à cela de multiples modifications du tracé, la promesse de barrières anti-bruit et un contrôle de qualité de l'air pour satisfaire à peu près tout le monde, et vous comprendrez que même un tsunami n'aurait pas pu empêcher la F1 de se rendre à Miami l'an prochain. Mais maintenant que ce fameux Grand Prix est dans les clous, quelle sera sa place au sein du calendrier ? Eh bien, force est de constater que l'événement sera là pour perdurer, le contrat ayant été signé jusqu'en 2031 inclus, soit pour une période de 10 ans. Sauf que la vraie question est ailleurs. Car une course de plus au calendrier plafonné de la Formule 1 signifie mécaniquement la mise en péril d'une autre. Et comme d'habitude, c'est l'Europe en tant que berceau de la Formule 1 qui va trinquer. Stefano Domenicali a en effet confirmé que le calendrier 2022 comprendrait 23 courses, comme celui de cette année, ce qui signifie forcément qu'un Grand Prix déjà existant sera laissé de côté. Et dans ce contexte, tous les regards se tournent vers les Grands Prix qui sont les moins profitables à la Formula One Management et dont les contrats sont les plus précaires, à savoir l'Europe et le Grand Prix d'Espagne en tête. Alors on tape souvent sur le tracé de Montmelo qui donne souvent lieu à des processions dominicales désespérantes. Toujours est-il que l'Espagne reste une nation de Formule 1. En témoigne la ferveur locale très vive pour Fernando Alonso et son compatriote Carlos Sainz. Mais en dépit de cette popularité de fait, encore une fois, la F1 est prête à sacrifier son héritage historique au profit de destinations certes plus intéressantes d'un point de vue business et marketing, mais dévastatrices pour le sport automobile en tant que tel. Et si par miracle l'Espagne parvenait à conserver sa place au calendrier, cela pourrait se payer au prix fort d'une alternance d'une année sur l'autre avec un autre panthéon du sport auto comme la Belgique et son magnifique tracé de Spa-Francorchamps. Bref, voir de grandes nations de la F1 telles que l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique se trouver dans de telles situations de précarité contractuelle comparées aux 10 ans de stabilité d'ores et déjà assurés sur le parking du Hard Rock Stadium de Miami, eh bien ça fait mal. Alors comprenez-moi bien, je ne vilipende pas la mondialisation de la Formule 1 par pure réaction au changement. Il est normal que l'entreprise F1 ait à cœur de soutenir sa croissance et à ce titre, il est logique que l'Europe ne puisse plus composer l'intégralité du calendrier.
Mais ce qui est dérangeant, c'est qu'au-delà d'une velléité marketing et financière qui se comprend, la conception du Grand Prix de Miami se fonde en partie sur de mauvaises raisons, qui ne prennent absolument pas en compte la F1, ses pilotes, son spectacle et ses fans, ce qui risque d'aboutir à un événement assez pauvre d'un point de vue sportif. D'autant que l'impératif stratégique pour la Formule 1 de se positionner aux États-Unis n'empêche pas de créer un circuit digne de ce nom, si tant est qu'on respecte le sport auto et qu'on laisse les designers de pistes s'exprimer un minimum. Le tracé d'Austin, très réussi et réalisé par le décrié Hermann Tilke, en est la preuve. En réalité, tant qu'un juste équilibre entre les attentes financières du sport, le besoin en visibilité des promoteurs de Grand Prix et le respect envers la F1 et ses fans est trouvé, le tracé proposé peut être de qualité, et Austin le montre parfaitement. En revanche, lorsque les contraintes financières pour la F1 et les exigences des autres sont trop inflexibles voire trop élevées, c'est le circuit qui en pâtit et avec lui, la Formule 1 tout entière. Le nouveau Grand Prix de Miami montre donc les limites de cette stratégie, mais il n'est pas le seul. Ne pourrait-on pas en dire autant du nouveau tracé de Jeddah en Arabie Saoudite ? Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. J'aimerais maintenant que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de la Formule 1 à Miami, avec vos joies, vos craintes, vos questionnements ou tout ce que vous voudrez. Au-delà, si ce contenu vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en donnant un petit pouce en l'air à mes vidéos. Merci encore pour votre soutien et à bientôt pour un nouveau podcast. Allez, ciao!